Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'épisode 12 de koh Le Totem Maudit. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, une vidéo hors série, parce qu'il y a eu pas mal de réactions sur la vidéo précédente, pas mal de personnes qui ont exposé leurs théories sur pourquoi telle personne avait voté comme ça et sur les différents rapports de force dans la tribu à l'heure actuelle. Et donc je me suis dit que j'allais faire un peu une compilation de toutes ces idées, de toutes ces théories. Alors bien sûr, j'ai pas pu tout reprendre parce que des fois il y a des idées qui sont quand même très poussées, mais j'ai repris les idées principales qu'on a pu trouver un peu dans la section commentaires de la vidéo précédente. Donc vous étonnez pas, hein, je vais pas nommer tout le monde et puis donner à chaque personne le crédit de telle ou telle remarque. Vous allez remarquer assez rapidement que dans cette vidéo, il n'y a pas grand chose qui vient de moi et surtout, j'espère que vous allez pouvoir retrouver votre ou vos commentaires dans une des idées que j'évoque au cours de cette vidéo. La première chose, c'est que oui, ça aurait dû passer pour Maxime, je pense qu'on est une majorité à être d'accord là-dessus, mais il y a quand même quelques points de nuance effectivement qu'il faut mentionner, en particulier que Maxime, à 2 reprises, a refusé une alliance avec les jaunes. Par 2 fois, il a souhaité rester dans son alliance rouge dans laquelle il n'avait pas vraiment d'avenir, en fait, ça faisait longtemps qu'il était sur la sellette, et il a laissé les jaunes se faire décimer un par un. Donc c'est vrai que vu comme ça, la stratégie de Maxime était un peu ambitieuse au niveau des relations sociales, tout simplement, c'était pas évident que ça marche. Après, moi je reste quand même sur le fait que c'était une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que, à mon sens, à ce stade du jeu, en fait, tu t'en fous un peu de pour qui, avec qui tu votes. On se rapproche quand même de la fin. Tu as quand même fait tout un koh et puis tu te dis qu'il y a peut-être possibilité pour toi d'aller jusqu'à l'orientation. Bah, franchement, tu prends en fait. Quelle que soit la personne avec qui tu votes, tu prends parce que là, c'était vraiment limpide. Une fois de plus, 5 places, 5 personnes à l'orientation. Donc, est-ce que franchement, tu fais attention à oui, il a refusé de m'aider il y a 3 épisodes, c'est-à-dire il y a 9 jours quoi. Moi, selon mes critères, je dirais non, tu t'en fous et tu vas à l'orientation coûte que coûte. Mais bon, voilà, ça c'est moi, c'est ma façon de voir les choses et effectivement, le côté social et le côté tu nous as pas aidé la dernière fois peut jouer dans le choix des candidats. Depuis le tournage de la vidéo précédente, j'ai aussi appris que effectivement Géraldine n'avait pas été prévenir Olga de la traîtrise de Nicolas comme Maxime lui avait demandé. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à dire tous les prénoms dans le bon ordre. Évidemment, moi je trouve ça dommage parce que ça aurait dû fonctionner ce truc à 5, je le répète, pour la 50e fois. Après, la question c'est surtout est-ce que Maxime a joué trop subtil? Parce que c'est vrai qu'il aurait pu y aller lui-même, tout simplement prévenir lui-même Olga que Nicolas jouait double jeu depuis le début. C'est une vraie question. Après, je suis pas sûr qu'il aurait dû jouer ça comme ça parce que il a vraiment pas une grosse cote de confiance dans cette tribu en raison de son passé. Quand on voit comment Ambre lui faisait confiance quand il lui a expliqué les stratégies, une stratégie qui était vraie. L'histoire c'était que les jaunes avaient promis à François qu'il votait forcément Maxime et comme ça évitait à tous les rouges de voter contre le même jaune et comme ça les jaunes ne se retrouvaient pas à perdre un de leurs éléments. Mais finalement les jaunes avaient décidé de tenter de rallier Maxime pour voter contre un autre rouge, donc différent de celui qu'ils avaient annoncé à François, et Maxime avait été cafeté tout de suite mais personne ne l'avait cru, en tout cas Ambre ne l'avait certainement pas cru. Du coup, s'il était venu voir directement Olga et qu'il lui avait dit écoute, j'ai une super stratégie, fais ce que je te dis avec tes 2 votes et ça va passer crème, fais-moi confiance, et ben on peut raisonnablement envisager que Olga n'en aurait pas cru un mot. Du coup, c'est quand même dommage que Géraldine n'ait pas fait ce que Maxime lui avait dit de faire, d'autant que, à ce stade du jeu, avoir la possibilité d'affaiblir Ambre et François, c'est quand même loin d'être anodin. Et c'est vrai que sortir Louana et Maxime, quand on est dans la position de Fouzi ou de Géraldine, vous avez la possibilité d'affaiblir Ambre et François, c'est quand même pas rien quoi. Donc on peut se poser la question de la pertinence du choix de Géraldine pour sa position dans le reste de l'aventure. Un élément très important qui a sans doute joué un grand rôle dans le vote du dernier épisode et que j'ai pas vraiment évoqué dans ma vidéo, c'est que Louana faisait peur à tout le monde. Alors c'est vrai que je l'ai pas vraiment mentionné parce que si on vote entre guillemets à la peur, je trouve que Ambre et François sont beaucoup plus dangereux que Louana. Parce que Louana est forte sur les épreuves, mais finalement stratégiquement et socialement, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Et donc je pense que Louana et François sont les cibles à abattre pour des gens qui seraient un peu en position de faiblesse dans les aventuriers restants. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la stratégie de Maxime aurait dû marcher, ça fait la 100e fois que je le dis, mais après c'est la perception d'un spectateur. Et effectivement,
Luana peut-être était plus froide en raison de son investissement dans le jeu. Quand vous êtes un peu stressé, quand il y a de l'enjeu pour vous, vous n'avez pas envie de sortir, en particulier par exemple avant la réunification, et ben vous êtes moins à l'aise, vous êtes un peu stressé, vous êtes moins agréable, moins jovial, et ça a pu jouer. Et je trouve que l'argument est d'autant plus pertinent quand on revient un peu en arrière et qu'on voit comment ont été choisis les ambassadeurs donc choisis par l'équipe adverse. Et là on a vu tout de suite que le choix s'est porté sur Luana et Colin assez rapidement. Pourquoi? Et en particulier Luana, le cas qui nous intéresse, parce que Luana, elle est prête à tout pour avancer, donc elle ira forcément pas à la boule noire. Cette idée que Luana est ambitieuse, prête à tout, qu'elle a la victoire en tête depuis le début, c'est quelque chose qui est fortement ancré dans les croyances des aventuriers depuis un certain temps, et donc ça peut en partie expliquer le résultat du dernier vote. Après, je pense que Ambre et François sont également prêts à tout, mais ça se voit peut-être moins, en particulier Ambre, elle joue sans doute mieux au niveau du social, elle a su en quelque sorte mieux gérer sa communication en montrant moins qu'elle était ambitieuse, ce qui est quelque chose qui peut porter préjudice, et du coup elle est encore dans le jeu à l'heure actuelle. De là à dire qu'ils ont eu raison de trahir Luana, je trouve qu'il y a quand même encore débat, dans la mesure où, surtout dans le cas de François, il joue depuis le début la carte de la cohésion chez les rouges, et ça lui met quand même une grosse trahison à son actif. C'est quand même quelque chose qui risque de faire beaucoup parler à la résidence du jury final. Mais après, le connaissant, je pense qu'il est tout à fait capable de mettre en place un discours dans lequel il avance des arguments de manière à présenter les choses sous un jour le plus favorable possible, de manière à perdre un minimum de votes à cause de cette histoire de trahison. Et puis concernant les victoires individuelles, je trouve que François il en a quand même déjà pas mal. Après, c'est sûr que pour les autres, c'était peut-être un argument. Il avait peut-être plus de chances de rassembler contre Luana qui est très forte et Maxime qui est pas forcément très apprécié, que s'il avait essayé de voter contre quelqu'un d'autre. Donc pour lui ça joue peut-être pas beaucoup, mais pour les autres ça joue peut-être. Et puis dans l'optique des poteaux aussi, Luana danger, Jean-Charles et Nicolas a priori nettement moins danger. Bon, ça c'était pour les trucs qui je pense sont un peu plus clairs. Maintenant, il y a quand même des gens qui ont voté très bizarrement pendant ce conseil. Bon, pour Olga, le problème est définitivement réglé. Elle n'avait pas les infos pour savoir que Maxime voulait monter une stratégie dans laquelle elle était incluse. Du coup, elle a rejoint François et Ambre. Ça permettait de virer 2 rouges, une qui est très forte et un qui est pas très apprécié, donc c'était tout bénef pour Olga. Maintenant, il y a quand même un mystère, c'est le binôme Jean-Charles-Nicolas et le binôme Géraldine-Fouzi. Et ce qui est dur à comprendre, c'est qu'en fait, ils ont voté dans des stratégies dont a priori, ils avaient les infos pour savoir qu'elles ne fonctionneraient pas. Si on prend le cas de Jean-Charles et Nicolas, bon, on admet que Jean-Charles ne s'intéresse pas vraiment aux stratégies, mais dans le cas de Nicolas, vu qu'il est cul et chemise avec François et Ambre, c'était quasiment sûr qu'ils savaient que François et Ambre n'allaient pas voter dans l'équipe de Luana et allaient faire leur petite stratégie de leur côté. Alors à ce moment-là, pourquoi lui a voté avec Luana alors qu'il savait que ça fonctionnerait pas, il savait que son vote servirait à rien? Et c'est pareil pour Géraldine et Fouzi. Géraldine, c'est encore pire. C'était elle qui était censée faire marcher la stratégie de Maxime et volontairement, elle n'a pas fait ce qui était nécessaire au fonctionnement de cette stratégie. Donc à partir de là, c'est elle qui pirate la stratégie. Pourquoi elle vote encore dedans? Alors il y a une théorie qui dit que Géraldine, Fouzi, Jean-Charles et Nicolas sont en fait juste des suiveurs. Ils suivent François à la lettre. Si François leur dit tu voteras pour un tel, ils votent pour un tel et ils se posent pas de questions. Et je trouve pas ça du tout absurde, tout simplement parce que je pense que quand vous arrivez dans Koh-Lanta et que vous avez pas trop d'idées sur les stratégies, vous suivez pas trop les tractations, vous êtes un peu perdu dans tout ça. En plus, vous avez du mal dans les épreuves, donc vous n'avez pas forcément de légitimité au sein de la tribu pour ouvrir votre bouche et imposer votre façon de voir les choses. Et bien vous êtes bien content de trouver quelqu'un qui est un peu charismatique, quelqu'un qui gagne en épreuve et donc qui gagne le respect des autres candidats, et quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait au niveau de la stratégie. Et à ce moment-là, vous suivez ce que cette personne vous dit de faire. Et dans le cas de Géraldine et Fouzi, s'ils ont fait ça, c'est un peu ce qui les a amenés jusque-là. François est chef des Rouges depuis le début parce qu'il s'est naturellement imposé en tant que chef des Rouges. Et Géraldine et Fouzi ont a priori toujours suivi les consignes de vote de François et ça les a amenés quasiment jusqu'à l'orientation. Donc à partir de là, pourquoi ils changeraient de ligne de conduite, surtout s'ils ne sont pas trop capables de gérer une stratégie? Donc ok, classons Géraldine, Fouzi, Jean-Charles, Nicolas dans la catégorie des suiveurs. Ça, on va dire que c'est acquis.
Mais à ce moment-là, pourquoi François divise les votes qui sont acquis pour lui en quelque sorte? Pourquoi il décide de perdre d'un seul coup là 3 voix au moins, parce que Nicolas, Géraldine, Foussy, on va dire. Ça veut dire qu'il est tellement sûr d'avoir les votes de Bastien et Olga dans sa propre stratégie qu'il peut se permettre, sans aucune raison, de dire à Géraldine eh ben écoute, toi tu voteras à droite et puis à Nicolas, toi tu voteras à gauche. Comme ça c'est cool, ça dispatche les votes, ça fait plus joli quoi. C'est un peu comme si François il s'était dit ouais mais en fait Koh-Lanta c'est trop facile. Si je demande à tous mes alliés de voter avec moi, il n'y a plus de suspense quoi, ça fait pas rêver les gens. Là on va les faire transpirer un peu, comme ça fera des audiences et tout. Non franchement pour moi là-dessus, le mystère reste entier. Sinon, j'ai remarqué que Maxime était quand même assez regretté. Alors, c'est vrai que c'était un candidat haut en couleur, c'est vrai qu'il apporte un côté décalé à la saison, c'est assez rafraîchissant. Mais à mon avis, ça ne doit pas prendre le pas sur le jeu. Pour moi, on juge vraiment un candidat sur sa capacité à mettre des choses en œuvre pour être l'ultime survivant. C'est vraiment ça l'ADN de l'émission. C'est vraiment pour ça qu'il y a des retournements de situation, des trahisons. C'est pour ça qu'il y a tous les trucs qui font que Koh-Lanta est intéressant. C'est pour ça que les gens se dépassent dans les épreuves. Enfin bref, c'est vraiment le pilier de cette émission. Et pour moi, tout doit tourner autour de ça. Et c'est vrai que moi, Maxime m'avait un peu énervé parce que dans certains cas, il donnait un peu l'impression qu'il voulait juste se faire remarquer mais que c'était gratuit et surtout que ça desservait sa position dans l'aventure. En particulier quand il avait fait son histoire de chemise là, ça énervait tout le monde. Alors oui c'est marrant, oui parce que tout le monde râle contre lui et puis on n'a pas l'habitude de voir un candidat qui veut mettre sa chemise du dimanche pour aller manger son plat de coco manioc quoi. Et en fait ce qui me plaisait pas c'est que ça l'affaiblissait et ça allait à l'encontre de cette idée d'ultime survivant et ça donnait l'impression qu'il était là pour faire le malin à la télé. Honnêtement, des fois, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Tu peux pas te retenir en fait. Tu peux pas juste un tout petit peu transformer ta personnalité pour t'adapter aux autres, pour progresser dans Koh-Lanta, tu vois? Un peu le truc de base. Et je pense que la capacité des candidats à divertir, faut faire attention à pas trop la surcoter parce que sinon le risque c'est de se retrouver avec uniquement des candidats complètement farfelus qui sont juste là pour faire les clowns et puis on trouve ça génial mais finalement on perd ce côté Koh-Lanta, compétition, je me dépasse, je mets des stratégies en œuvre pour éliminer les autres, etc. Après dans le cas de Maxime, il a montré qu'il était capable de mettre quelque chose de concret derrière, qu'il était capable de mettre des choses en place pour se sortir et c'était bien fait. Donc à partir de là, s'il présente les choses après de manière un peu farfelue, là c'est cool parce que y a d'abord une base solide, une stratégie sérieuse, une volonté d'aller plus loin et puis une personnalité, ça ne gâche rien, qui est un peu atypique et qui peut permettre de bien s'amuser quand on le regarde. Donc personnellement, j'ai été un peu réconcilié avec Maxime dans cet épisode, même si à mon avis ces errances du début de la saison, même des 11 premiers épisodes de la saison en fait, lui coûtent cher au moment clé de mettre en place une stratégie sérieuse qui aurait pu lui donner un avantage décisif pour la dernière partie de l'aventure. Et là, il est incapable d'aller voir Olga en particulier pour lui expliquer sa stratégie. Pourquoi? C'est parce qu'il fait un peu n'importe quoi depuis le début, qu'il n'est pas très apprécié, qu'il soigne pas son social. Et donc derrière, il en récolte les fruits en quelque sorte. Il n'a pas été capable de se sortir d'une mauvaise passe au moment où il aurait pu. Parlons un peu maintenant de François et Ambre, et en particulier de François. Il apparaît clairement que François est prêt à tout pour gagner, qu'il est prêt à trahir ses alliés, qu'il est prêt à raconter n'importe quoi aux uns et aux autres pour soigner son image et progresser dans l'aventure. C'est vrai qu'à certains moments, ça peut être un peu agaçant parce qu'on a envie de dire mais vous voyez pas, mais faites quelque chose et sortez-le avant qu'il soit trop tard parce que là, il est en train de tous vous rouler dans la farine. Mais bon, une fois de plus, c'est une perception de spectateur et puis surtout, il faut quand même rappeler que les trahisons, ça fait partie de Koh-Lanta, le mensonge, ça fait partie de Koh-Lanta, ça fait partie du jeu social, ça fait partie de la stratégie et c'est pour ça que Koh-Lanta est intéressant. Que serait Koh-Lanta sans des trahisons mythiques? Enfin, je veux dire, Koh-Lanta sans trahison, c'est plus Koh-Lanta. Donc à partir de là, on peut pas en vouloir à quelqu'un de jouer avec toutes les composantes du jeu. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est quand même très rare d'avoir un candidat comme François qui est aussi complet. Et on va reprendre les 4S de Freddy. Stratégie, il est excellent. Survie, alors il n'y en a pas eu énormément dans cette saison, mais il a quand même réussi à attraper du poisson, donc on pourrait dire que c'est le meilleur en survie. Social, avec toutes ces stratégies, avec les trahisons, avec tout ce qu'il met en place,
place, il arrive quand même à être encore là et à pas s'être fait détester par tout le monde. Donc ça veut dire qu'il a quand même un bon social. Et puis sport, ouais, je crois que c'est dans les épreuves. Bon, voilà, dans les épreuves, je vous fais pas un dessin. Oui, il est ambitieux, oui, il est prêt à tout, mais bon, ça reste un jeu. Faut pas oublier qu'à la fin, en général, ils sont copains comme cochons. Et puis si t'es pas capable de faire la différence entre le jeu et la réalité, que tu gardes des rancunes après ton Koh-Lanta, je trouve ça quand même un peu dommage. Voilà, c'est quand même deux choses bien distinctes et c'est quand même cool de voir un aventurier qui joue sur tous les tableaux comme ça de manière aussi efficace. Et enfin, je vais terminer par quelques mots sur le potentiel futur gagnant. Alors, je ne vais pas donner mon pronostic parce que mon pronostic, je l'ai déjà donné et je ne vais certainement pas changer mon pronostic parce que les choses ont changé, parce que les rapports de force ont changé depuis l'épisode 3. Mais je vais juste donner quelques éléments intéressants. Alors, il semble que effectivement Ambre est la gagnante parfaite parce qu'elle a un bon montage, parce qu'elle est nickel depuis le début, parce qu'elle est très mise en valeur, parce qu'elle est forte aussi, hein. C'est pas qu'une question de montage. Par exemple, même si elle fait pas tout à fait aussi bien que Fouzi à la dégustation, elle est quand même très très forte, elle est complète, donc voilà, elle a tout pour faire une bonne gagnante. Maintenant, il y en a une autre qui a de sérieux arguments pour faire une bonne gagnante, c'est Olga. Effectivement, Olga en outsider, elle est encore plus parfaite presque parce qu'elle n'a pas ces casseroles de stratégie. Alors est-ce que dans le cas d'Ambre, ce sont vraiment des casseroles où ça passe complètement inaperçu? Ça, c'est dur à savoir. Mais Olga, elle a le côté sympathique de l'outsider, de celle qui est la dernière survivante des jaunes quasiment. Mais pour arriver à gagner, il faudrait qu'elle arrive justement à mettre en avant son parcours un peu atypique, à mettre en avant qu'elle a été en difficulté tout le long de l'aventure et puis à mettre en avant le fait que François et Ambre ont mis au point des stratégies, ont tout manigancé depuis le début, que Nicolas a joué double jeu, mais elle n'a pas l'air d'être suffisamment lucide pour mettre tout ça dans un discours et puis pour arriver à expliquer tout ça clairement aux aventuriers. Est-ce qu'elle en a vraiment conscience? Apparemment, elle n'a même pas conscience que Nicolas jouait double jeu, donc ça risque d'être un peu compliqué pour elle malgré tout. Justement, Nicolas, pour qu'il gagne, lui, alors il va falloir que les aventuriers votent fair play. Ça peut arriver, des fois ça peut arriver, il me semble que Pascal dans Koh-Lanta Thaïlande, il avait eu beaucoup de votes, il n'a pas pu gagner, mais il avait eu beaucoup de votes pour cette raison, avec des aventuriers qui disaient mais t'as vraiment eu une aventure extraordinaire, il a fait tous les conseils je crois de cette aventure, et donc il y en a qui disaient oui t'as été stratège, oui t'as une grande gueule, oui t'as un caractère de cochon parfois, mais il disait bravo, bien joué, je vote pour toi parce que t'as vraiment été fort dans cette saison. Ça peut arriver, ça reste quand même très rare, mais moi je tiendrai à mon pronostic de l'épisode 3 jusqu'au bout. Nicolas est encore là et tant qu'il est encore là, il peut encore gagner.